Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Inondation à Buea, c'est dans la région du Sud-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu ce mardi sur les lieux du drame. 3 jours après le sinistre, porteur d'une assistante humanitaire du chef de l'État, Paul Atangandi a pu constater les dégâts causés par les pluies torrentielles du 18 mars dernier. On parlera également politique avec l'élection sénatoriale du 12 mars dernier pour dire que le Conseil constitutionnel a ce jour rejeté tous les recours déposés par les partis politiques. Vous entendrez dans ce journal les réactions de Pierre Flambeau-Ngayab de l'UNDP mais également de Denis Emilien Atangana. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi, et on va tout de suite dans la région du Sud-Ouest, à Buea, plus précisément. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Straight away, as announced in the headlines following the flood incident that occurred in Buea last Saturday, the government, through the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandi, has visited victims with some basic necessities to warm their hearts following the disaster. Crystal Asek-Swele feeds us with more from the Southwest region. The victims of the March 8 flood incident in Buea have received condolence packages from the government through the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandi. These packages, which consist of mattresses, bags of rice, soup, and other basic necessities, were presented to the victims by the minister alongside the governor of the region, the Buea City Mayor, and other administrative authorities. With a sigh of relief and appreciation for this warm gesture from the government, the victims can only be grateful. Without it, so we just want to thank him and thank the government because that has started in the work for us. We have above 217 persons affected, so I think we appreciate the minister and the head of state for the quantity of items that has been provided for our victims. It is timely because there are a lot of them here who are very vulnerable and some are homeless. But give somebody food to start life before you look at how you can construct a house for the person. Yeah? Some are homeless, but if they can receive like the mattresses, they can have where they will sleep, and they will have their oil, they will have their rice to start off with life. With this incident behind us, it is about time the government step up and take preventive actions with regards to the situation in order to avoid it from reoccurring, as this is not the first time such an incident is happening in this locality. However, it is worth noting that the city of Buea has been experiencing lahars for the past few years, and the town is at risk of imminent danger as these lahars are very destructive, reason enough for an immediate plan of action to be considered by the authorities. As a special envoy to Buea with the head of state's message, Minister Paul Atangandi reacts on government's response strategy following the sad event that hit the city of Buea. We have come here today on a very sad note, and by the presidential couple to come and extend a message of encouragement to the victims of the flood that occurred in Buea a few days ago. And the message from the presidential couple is that he is with you with all his blessings, and that for all those who are victims, the government will help you to see into your difficulties.
We have registered one young girl who died and one young man. To the bereaved families, I'm extending the heartfelt condolences from the presidential couple. We are dealing with natural disaster due to global warming or climatic change. And even though from time to time we have information on what could occur, at times it is difficult to predict. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibois, était face à la presse cet après-midi dans la capitale économique du Cameroun. Il a tenu à apporter des explications au sujet d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo présente du poisson impropre à la consommation qui aurait pourtant été mis à la disposition des populations camerounaises. Il n'en est rien en croire le gouverneur de la région du littoral. Je vous propose d'écouter cet extrait de Samuel Dieudonné Varadibois. Cette vidéo qui a été faite a été enregistrée au niveau de la décharge de Isakam au 3e arrondissement de Douala, et cette destruction s'est faite en présence des forces de maintien de l'ordre et aucun carton n'est sorti de là puisque une ceinture de sécurité a été faite jusqu'à ce qu'on ait tout détruit. Donc je vous mets au défi d'aller sur les lieux et filmer comment quelqu'un récupère encore un carton dans cet état. Je voudrais rassurer nos populations de ce que le maquereau qui est au marché n'a rien à voir avec le maquereau détruit. Il n'y a pas eu de contamination et que ceux qui ont cette intention de manipuler nos consciences puissent revoir leur copie. Et surtout que l'auteur de cette vidéo peut être rattrapé et répondre devant la loi. Nous voulons donc vous dire de ne pas encourager cette façon de propager des fausses nouvelles et l'intention de nuire à nos opérateurs économiques, parce que je me suis abstenu d'aller jusqu'à pointer qui que ce soit, parce que certains qui veulent que nos opérateurs économiques fassent banqueroute sont nombreux, mais pour le cas d'espèce, veuillez laisser nos opérateurs économiques évoluer normalement. Les services vétérinaires, comme l'a dit monsieur le délégué, travaillent jour et nuit. Et les entrepôts de cette entreprise sont au niveau de la zone portuaire où les inspections se font tous les jours. Donc, lorsqu'un conteneur doit être enlevé du bateau pour être entreposé quelque part, l'inspection se fait automatiquement. Donc, le constat de ce que 4 conteneurs aient eu des avaries ont ainsi poussé les sectoriels à organiser tout simplement la destruction. Veuillez donc cesser d'ameuter nos paisibles populations. En politique, on parle du contentieux post-électoral après les élections sénatoriales du 12 mars dernier. Les requêtes déposées ont toutes été jugées irrecevables. L'information est tombée cet après-midi à l'issue de l'audience solennelle de circonstances présidée par Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. Sur les 4 recours préalablement déposés au service du greffe par 2 partis politiques et porté à l'examen du Conseil constitutionnel en rapport avec l'élection des sénateurs du 12 mars 2023, aucun n'a trouvé grâce aux yeux du collège des juges de cette institution. Denis Emilien Atangana du Front des démocrates du Cameroun, FDC, et Bello Bouba Maïgari de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, opposés tous les deux au RDPC, n'ont visiblement pas été convaincants dans leur argumentaire. L'UNDP, en liste dans la circonscription électorale de l'extrême nord, a demandé l'annulation pure et simple du scrutin dans le département du Diamaré, au motif que le RDPC a fait voter par l'entremise d'une procuration un électeur en détention.
Les 3 requêtes du FDC, quant à elles, portaient annulation du scrutin, entre autres dans le bureau de vote B du lycée classique de Nangai Boko dans la Haute-Sanaga, puis sur toute l'étendue du département du Fundi pour organisation des chatters et attroupement par les maires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous propose d'écouter entre autres Pierre Flambeau Gaillac de l'UNDP et Denis Emilien Atangana du FDC. Donc nous avons effectivement déposé 3 requêtes. La première demandait l'annulation totale des élections dans la région du centre parce que au regard des faits, cette élection a été émaillée de graves irrégularités qui exigeait que le Conseil constitutionnel se prononce dessus. Et là, nous venons d'être déboutés. Et vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Donc nous prenons acte et nous allons nous préparer mieux pour les élections à venir, mais en demandant au RDPC, aux autres acteurs de respecter le cadre légal qui est là, parce que cette élection a fait preuve de trop d'incivisme caractérisé de la part des militants du RDPC. Il était important que le public sache que dans la circonscription électorale de l'extrême nord, des électeurs ont violé la loi en faisant voter des personnes détenues en prison, alors que la loi est claire, les personnes détenues ne peuvent pas voter. Et nous avons eu toutes les preuves et personne n'a contesté que ces preuves existent. Des électeurs qui ont voté dans cette circonscription de l'extrême nord alors qu'ils étaient en prison. Mais le Conseil a considéré que ce n'était pas suffisant pour annuler l'élection. Le Conseil a le dernier mot, nous nous inclinons, mais c'est important que le public sache qu'il y a des irrégularités dans les bureaux de vote qui ne sont pas contestées. Les griefs qui ont été soulevés, en réalité, ne pouvaient pas entamer les résultats des élections. Vous avez donc suivi chaque fois le président du Conseil constitutionnel revenir lorsqu'il faisait des observations sur l'article 134 qui indique clairement que lorsqu'un grief n'est pas de nature à entamer les résultats de l'élection, le recours est tout simplement déclaré non fondé et il est rejeté. L'élection sénatoriale s'est donc déroulée au Cameroun le 12 mars dernier. Constat, seulement 34 personnes handicapées sur 11 138 électeurs ont pris part au vote. Un chiffre qui traduit la faible représentativité des handicapés lors du scrutin. Les associations des personnes handicapées dénoncent cette situation et les CAM, pour sa part, se défend. C'est un reportage de Makidali Tunochon. Bruno Eyomboam est conseiller municipal du Social Democratic Front SDF. Lors des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 12 mars 2023 à Douala dans le littoral, il a dû recourir à l'aide de sa famille pour pouvoir prendre part au vote à cause de sa mobilité réduite. Selon lui, il n'y a pas eu de prise de disposition particulière pour les personnes handicapées lors de ce scrutin. Oui, mais vous savez, le Cameroun, c'est en général. Ouais, ça a été facile dans le jour où j'ai ma famille qui marche avec moi. Elle s'intéresse à moi et puis elle m'aide à résoudre certains problèmes pour mon immobilité, ma mobilité réduite. Mais le Cameroun n'a pas encore pris ces dispositions. Quand vous arrivez dans les pays développés, on ne peut pas trouver des emplacements comme ça. Pour les personnels à mobilité réduite, on a essayé de canaliser pour que l'accès soit facile. Mais ici au Cameroun, on ne pense pas. On construit les mairies, on ne sait pas que un individu à mobilité réduite peut fréquenter les mairies. Tout simplement que j'ai ma famille qui est avec moi. Pour quand je rencontre une difficulté, un obstacle, elle est là pour m'aider à franchir l'obstacle. Un avis que ne partage pas Election Cameroun, qui affirme avoir tenu compte de l'approche handicap dans l'organisation des sénatoriales. Je pense qu'à notre niveau, vraiment, toutes les dispositions ont été prises. Parce que, si je me rappelle bien, nous avons un handicapé visuel qui a voté avec des bulletins en braille. Donc, on a pensé à tout cela. Et le lycée c'était accessible à tous. Cette année 2023, sur 11 138 électeurs au total, 34 handicapés ont pris part au vote comme conseillers municipaux.
Dans le département du Vouri, région du littoral par exemple, les électeurs handicapés étaient au nombre de 9. Des chiffres qui traduisent le faible taux de représentativité des handicapés dans ces élections. Une situation qui n'est pas du tout surprenante, selon les associations de défense de ces couches vulnérables. Alors moi, je voudrais déjà vous dire qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Où en est le processus de la prise en compte de la dimension handicap dans les sphères économiques, sociales et politiques? Qu'est-ce qui est fait au niveau des partis politiques pour une réelle inclusion des minorités en général et des personnes handicapées en particulier? Et donc, toutes ces démarches, si elles sont entreprises, elles restent quand même embryonnaires. Alors, comment vous pouvez penser qu'il y a une quelconque représentativité des minorités, des personnes vivant avec le handicap? Donc, on note un désintérêt de cette couche de la population, de notre communauté, en fait, de la chose politique. Et je pense que c'est à juste titre. Parce que pour la plupart, les questions de survie, de réinsertion sociale et socio-professionnelle, les problèmes d'accessibilité cherchent encore des réponses. Donc, je pense que les enjeux sont ailleurs. On doit commencer par la base. Parce que s'il n'y a pas de représentativité au niveau des élections municipales et législatives, je ne sais pas par quel miracle vous voudriez qu'il y ait une représentativité au niveau des sénatoriales. Donc moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour Elecam, l'on ne saurait parler de faible représentativité des handicapés lors du scrutin du 12 mars 2023. Alors, parlant de faible représentativité des personnes handicapées, lors de ce dernier scrutin, je ne sais pas si on peut appeler cela faible, parce que déjà, vous savez que ce scrutin concernait uniquement les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, à notre niveau, dans le département du Vouri, nous avons reçu en général 9 personnes vivant d'un handicap, à savoir 7 handicapés moteurs et 2 handicapés visuels qui ont participé au scrutin de l'élection sénatoriale du 12 mars dernier. Non, la proportion n'est pas faible. Parce que dans le département du Vouri, nous avons un seul électeur qui n'a pas voté. Donc, toutes les personnes handicapées qui devaient participer au scrutin l'ont fait. Et sans problème. Quoi qu'il en soit, sur les 70 sénateurs élus, il n'y a aucun handicapé. Les 30 autres seront nommés par le chef de l'État. Sur ce dernier point, Marie-Florence Soute n'attend rien de particulier. On ne peut rien attendre parce que véritablement, je ne sais pas, il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Et bon, que la dimension handicap lors des transitions que le président de la République puisse choisir, bon, je regarde si je veux, mais je n'ai aucune attente dans tous les cas. Au Cameroun, les personnes qui vivent avec un handicap représentent 15% des habitants, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Et l'absence des handicapés au Parlement est une violation des textes internationaux signés par le Cameroun. C'est notamment le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule dans son article 25 que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. Il a également le droit de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. L'alinéa C de l'article 25 précise également que tout citoyen peut accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. With highway robbery becoming a growing concern, traveling agencies are taking optimum dispositions to tackle this social concern as we gravitate towards the holidays, a peak season. Arbitral road stops are now a thing of the past for some traveling agencies in Douala, ever since the attack on buses along the Douala-Yaoundé axis. From the time when these incidents occurred, we gave strict rules.
No carrying of passengers along the road. No stops in unsecured areas. Donc voilà, et c'est comme ça que ça marche. 1 week after this incident, business is now picking up, but it wasn't so days ago. L'activité a pris un coup parce que dès l'annonce de cette nouvelle, les voyages de nuit et our activities slowed down. Night travels around 4 a.m. or 7 p.m. were affected, but our passengers still came because they trusted our services. Ils sont toujours venus et puis la preuve, nous avons eu la chance de n'avoir pas été agressés. Customers clamor for the reinforcement of security rules so as to prohibit such acts. It's unfortunate that we are faced with this kind of insecurity. And those of us who travel will find it hard to believe that you leave home and you are afraid of traveling in the car, and now we are afraid of being attacked. So my sentiment is that there is fear, and we hope that the government is taking action in order to catch the persons who are doing these things to us. The last update given by government is the arrest of 10 presumed robbers, with authorities on the tail of others. And we now talk sports with the attacking trio Karl Toko Ekambi, Choupo-Moting, Vincent Abubakar out of the Namibian clash on Friday. Who is a worthy replacement? Oni Ladonet speaks to a sports analyst who puts all the probabilities on table. Karl Toko Ekambi joins the list of injured players in the Lions' den. The Rennes striker suffered a hamstring elongation against PSG, which may see him out for over a week. With this recent development, the choice of who leads the attack line now rests on the remaining 4 strikers called up. It's really going to be difficult for Coach Rigobert Song. However, the luck we have is that we're playing a team that's not really all that big in the football market, and it's an opportunity for Coach Rigobert Song. Why not to test other players who could bring in something out of a local player like Emmanuel Mahop from Kanonya. They know he's the top goal scorer of our local league, and other players who've been playing for so long, like Inacio Ganago of FC Nantes. The opportunity for other forwards to shine in the national team has presented itself. The likes of Emmanuel Mahop, Brian Bimo, Jerome Gom, and Ignatius Ganago are called to step up to the occasion. Reconfigure the attack line, because if he doesn't do that, it's going to be very complicated. Because you have Abaka who's there, Chuko who's there, Tuko who's there, who could give him the crosses, and other players like Georges Kevin Kudu who were not called up, Daniel Namaso Loda of FC Porto were absent from the list. I think it's all about reconfiguring, because with the Mumi Gamale, you are certain that in 90 minutes he'll give you 1 or 2 crosses. With a Brian Bemo from Brentford, you're convinced that his crosses will be like a killer if ever Emmanuel Mahab was well placed to get the balls onto the roof. Rigobert Song is called upon to prepare the team both physically and psychologically against Namibia come Friday. Et sur sa page Instagram, Choupo-Moting, Eric fait savoir qu'il ne sera pas de l'expédition du 24 mars prochain à cause notamment des problèmes de dos. 13 athlètes paralympiques sont de retour au Cameroun après avoir obtenu à Dubaï et au Maroc les minima pour leur participation au prochain championnat du monde prévu en France cette année. Ceux-ci ont été présentés au public hier après-midi. C'était au cours de la conférence de presse donnée à Yaoundé par le président du Comité national paralympique du Cameroun, Makedali Tinoutiam. C'est auréolé des médailles que les athlètes paralympiques sont revenus au Cameroun après avoir participé aux 2 dernières compétitions qualificatives pour les championnats du monde. Il s'agit de 4 médailles en or, 2 en argent et 3 en bronze. Quand on regarde les résultats obtenus, notamment lors des dernières 2 compétitions qualificatives qui ont eu lieu à Dubaï, à Marrakech, et a lieu d'être très satisfait. Et parce qu'en résumé, nous avons donc finalement 13 parathlètes en athlétisme qui ont réalisé les minima pour leur participation au championnat du monde qui auront lieu à Paris en juillet 2023.
13 dans 19 épreuves différentes. Et là-bas, au championnat du monde, les 4 premiers de chaque épreuve sont qualifiés d'office. Vous voyez donc que nous allons là-bas avec pour objectif d'obtenir des qualifications directes aux Jeux paralympiques de Paris. Pour les médaillés, l'objectif est désormais clair, se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc ça a été pour nous une très bonne expérience à Marrakech. Et nous voulons croire qu'avec la détermination du Comité national paralympique et toutes les fédérations, nous allons aller au finish décrocher les minima qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, mais aussi être sur le podium pour ne pas rester simplement à la simple participation. Le président du comité paralympique du Cameroun était face à la presse le lundi 20 mars 2023 à Yaoundé. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good night to you, Leila. Good night to you, viewers. Thanks for watching. Take another rendezvous with us tomorrow, same time, 8 p.m. Good night.